Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au titre de l'actualité, aujourd'hui, la poursuite à huis clos du dialogue interlibyen sous l'égide de l'UNSMIL, mise en échec d'une tentative d'acheminement d'armement de guerre, le projet de loi sur l'aviation civile devant l'Assemblée populaire nationale. En Somalie, attaque du ministère de l'Éducation à Mogadiscio par les Chebabs, 6 personnes tuées. Yémen, l'ONU se réunit au sujet de l'état de guerre et de la situation humanitaire déplorable. Nous entamons notre journal par les travaux du deuxième round du dialogue engagé entre les dirigeants de partis et des militants politiques libyens qui se sont poursuivis mardi à Alger à huis clos sous l'égide de la mission d'appui des Nations Unies en Libye pour aboutir à un règlement politique à la crise dans ce pays. Ce second round, après le premier tenu les 10 et 11 mars dernier, rassemble des représentants des principaux groupes politiques en Libye pour discuter de l'élaboration d'un projet d'accord de paix à même de mettre fin à la crise qui secoue ce pays. Le chef de l'UNSMIL, Bernardino León, a affirmé lundi à l'ouverture des travaux que la poursuite du dialogue interlibyen à Alger constituait une occasion pour l'élaboration d'un document qui, par l'enrichissement et l'acceptation de toutes les parties libyennes concernées, deviendra un accord politique de paix et de réconciliation nationale. Le ministre chargé des Affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Msahel, a affirmé au début des travaux que seuls les Libyens pouvaient mettre fin à leur crise, en les appelant à faire primer les intérêts suprêmes du peuple libyen et à conjuguer leurs efforts pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les travaux du second round du dialogue interlibyen se déroulent depuis hier, lundi, à huis clos, en présence des ambassadeurs des pays voisins de la Libye, accrédités à Alger. Les parties libyennes, réunies les 10 et 11 mars dernier à Alger, avaient rejeté toute forme d'ingérence étrangère et pris l'engagement de trouver une solution politique à la crise pour préserver la souveraineté de la Libye, son unité nationale et son intégrité territoriale. Les participants libyens s'étaient opposés à toute forme de terrorisme en Libye et avaient condamné les groupes terroristes appelés Daesh, Ansar al-Sharia et Al-Qaïda, soulignant l'importance de conjuguer les efforts pour lutter contre ce fléau. Toujours au volet politique, le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra s'est entretenu lundi à Barcelone avec des chefs de diplomatie de plusieurs pays ayant pris part à la conférence ministérielle informelle de la politique européenne de voisinage, mais également avec Federica Mogherini. M. Lamamra s'est entretenu avec ses homologues hollandais, autrichiens, belges, tunisiens, libanais, égyptiens et espagnols, mais également avec la vice-présidente de l'Union européenne. M. Lamamra a déclaré à l'APS avoir abordé avec le ministre des Affaires étrangères hollandais Bert Koenders les thèmes à l'ordre du jour de la conférence sur la politique européenne de voisinage, mais aussi des relations bilatérales entre l'Algérie et les Pays-Bas, ainsi que l'évolution des négociations intermaliennes. Avec Sébastien Kurz, ministre fédéral autrichien, il a examiné les moyens à même de développer les relations bilatérales. Les questions du voisinage avec l'Europe, objet de la conférence de Barcelone, ont par ailleurs été abordés avec le chef de la diplomatie tunisienne, Taïeb Bekouch. M. Lamamra a également échangé les points de vue avec son homologue égyptien sur la mise en œuvre des décisions du dernier sommet de Sharm el-Cheikh, ainsi que l'évolution de la situation en Libye. Les entretiens avec le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius, ont porté sur le prolongement des discussions que les deux parties ont eues dernièrement à Paris et qui ont trait aux relations bilatérales, le développement de la situation au Yémen et la question du Sahara occidental. Avec le ministère des Affaires étrangères espagnol, José Manuel García Marcelo, il était question de la préparation de la prochaine réunion de haut niveau relative au traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération algéro-espagnole, et d'autres questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment les questions palestiniennes et du Sahara occidental. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, une tentative d'acheminement d'une importante quantité d'armements de guerre, de munitions et d'explosifs a été mise en échec mardi dans la région d'Engizem par un détachement de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel d'Engizem 6e région militaire, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
L'opération, qui a eu lieu suite à une patrouille de reconnaissance menée par les éléments de l'ANP près de la bande frontalière à Tiririne, s'est soldée par la découverte d'une cache contenant 6 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 3 fusils mitrailleurs de type FMPK, 2 lance-roquettes de type RPG-7 et SPG-9, 2 mortiers de calibre 60 mm, 6 mitrailleurs de calibre 14,5 mm et 12,7 mm, 2 mines anti-groupe, 60 grenades offensives et défensives, 225 kg de produits explosifs, 45 roquettes de différents calibres et 1761 balles pour divers armements. A-t-on précisé, cette opération de qualité est le fruit de la vigilance des éléments de l'ANP et leur veille à défendre l'intégrité du territoire national et à déjouer toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité et la sécurité de l'Algérie, et ce en dépit de tous les sacrifices pour faire face à ces menaces et défis, à l'instar de la sécurisation des frontières, la lutte antiterroriste, la lutte contre la contrebande et le crime organisé, a-t-on souligné. Concernant l'aménagement du territoire, le nouveau découpage administratif décidé par le président de la République se fera sur 3 étapes, a indiqué lundi à Tizi Ouzou le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Tayeb El-Aïz. Le nouveau découpage interviendra d'abord au niveau de la région sud du pays durant le premier semestre 2015. La région des Hauts Plateaux sera touchée par cette mesure durant le premier semestre 2016 avant d'atteindre le nord du pays concerné par cette mesure en 2017, a précisé le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales dans un point de presse tenu en marge de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya. Concernant les wilayas d'Annaba, Ain Tamounchent et Relizane, qui ne disposent pas actuellement de wali, le ministre a affirmé que les secrétaires généraux chargés de gérer les affaires de ces wilayas jouissent de toutes les prérogatives d'un wali et la nomination de nouveaux chefs d'exécutif pourrait intervenir dans le cadre d'un mouvement partiel des walis. Le ministre s'est félicité des résultats enregistrés par la wilaya en matière d'amélioration du cadre de vie des citoyens grâce aux investissements réalisés dans différents secteurs, et la crise que connaît le secteur du logement sera presque totalement réglée en 2016. Au chapitre économie, le ministre des Ressources en eau, Hossein Sib, a invité mardi à Daegu, en Corée du Sud, les entreprises sud-coréennes à former des partenariats avec leurs homologues algériennes en vue d'une réalisation en commun des projets du secteur. En marge du 7e Forum mondial de l'eau, qui se tient du 12 au 17 avril en Corée du Sud, le ministre des Ressources en eau, Hossein Sib, a eu un entretien avec le ministre sud-coréen de l'Environnement, Seong Kyu-woo, au cours duquel il appelait au partenariat, tout en relevant l'importance des investissements consentis par l'Algérie dans le secteur pour près de 40 milliards de dollars depuis 2000, et cet effort se poursuivra. À cet effet, il a souhaité voir les sociétés sud-coréennes contribuer à la concrétisation de cet objectif par la formation de sociétés mixtes entre des compagnies algériennes et sud-coréennes. Le ministre sud-coréen a exprimé la disponibilité des sociétés de son pays pour accompagner l'Algérie non seulement dans la construction d'infrastructures hydrauliques, mais aussi dans le traitement et la revalorisation des boues rejetées par les stations d'épuration des eaux usées, ainsi que dans la gestion des écosystèmes sensibles. La tenue en mai prochain de la session du comité technique algéro-sud-coréen de l'eau permettra de définir davantage les pistes du renforcement de la coopération bilatérale sectorielle. Toujours au chapitre économie, le ministre des Transports Ammar Roul a présenté mardi devant l'Assemblée populaire nationale le projet de loi sur l'aviation civile lors d'une séance plénière présidée par Mohamed Al-Arbi Ould Khalifa, président de cette institution parlementaire. Ce projet de loi, qui modifie et complète la loi de 1998 relative à l'aviation civile, prévoit de nouvelles mesures visant l'amélioration de la sécurité et la sûreté aérienne et de la qualité des services dans les aéroports. Il permet aussi de se conformer aux nouvelles exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Des amendements et mesures sont prévus pour contrecarrer les actes illicites dirigés contre l'aviation civile à travers notamment et d'un programme national de sécurité de l'aviation civile. Il fait aussi mention de la notion d'incident grave en rapport avec des accidents et incidents d'aéronefs qui doit faire l'objet d'une enquête technique effectuée par un organisme permanent ou un organisme ad hoc. Le projet octroie de nouveaux droits pour les passagers du transport aérien public, notamment dans les cas d'un refus d'embarquement, d'annulation de leur vol ou de vol retardé. Pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, le projet de loi interdit à toute entreprise de transport aérien public de refuser une réservation à ces personnes. Les tarifs internationaux de transport aérien public seront établis conformément aux règles sur la concurrence et aux accords internationaux bilatéraux et multilatéraux signé par l'Algérie. L'introduction du concept de billet électronique est parmi les mesures retenues. Le nouveau texte consacre aussi le principe de la limitation de la nuisance sonore et l'émission de gaz des aéronefs. Nous continuons dans la même rubrique en vous parlant de la production de poissons d'eau douce développée dans le cadre de l'aquaculture intégrée dans les activités agricoles qui atteint en 2014 les 800 quintaux par an dans le sud-est du pays.
Cette production de poissons, des espèces tilapia du Nil et tilapia rouge notamment, a été réalisée à travers différentes exploitations agricoles réparties sur le territoire de 6 wilayas du sud-est, à savoir Ouargla, Ghardaya, Al-Oued, Biskra, Elizi et Tamanrasset, a précisé le président de la Chambre interwilaya de la pêche et de l'aquaculture de Ouargla, Omar Chakhar. La pêche continentale, pratiquée généralement au niveau des barrages de Foum el-Ghorza et de Menba el-Ghozlan à Biskra et les lacs de Sif el-Mnadi à Al-Oued, Elmir et Hassi Ben Abdallah à Ouargla, a permis une production avoisinant les 10 tonnes an d'espèces de poissons, notamment la carpe, le poisson-chat et la silure. L'investissement privé dans le domaine de l'élevage de poissons d'eau douce a enregistré des résultats encourageants, à l'exemple du complexe aquacole Pescado de la Duna, implanté dans la commune de Hassi Ben Abdallah, à 20 km de Ouargla, entré en exploitation en 2008 et prévoyant de porter sa production à l'horizon 2017 à 1000 tonnes an de poissons-chat. La ferme aquacole Zahra, située dans la région de Hassi el-Fhel, à Ghardaya, s'attelle au développement de la production d'alevins de poissons de type tilapia ainsi que de la spiruline dans le cadre d'un partenariat privé algéro-tunisien. Dans le volet urbanisme, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmajid Tebboune, a appelé la société chinoise CSCEC, chargée de la réalisation de la Grande Mosquée d'Alger, à s'appuyer sur la ressource humaine algérienne et arabe pour ce qui est des travaux de décor de cet édifice, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de sa rencontre avec le président du CSEC, M. Tebboune a souligné la nécessité de doter cette société de ressources humaines qualifiées pour la réalisation de la Grande Mosquée d'Alger et des autres projets confiés à cette société, tout en utilisant des matériaux locaux. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de s'appuyer sur les ressources humaines algériennes et arabes pour les travaux du décor de la Grande Mosquée d'Alger et d'accélérer la cadence des travaux en appliquant le système de rotation. Le ministre a appelé à cette occasion la société chinoise à adhérer à la shortlist de l'industrie du logement. De son côté, le président du CSEC a affirmé l'engagement de sa société à respecter ce qui a été évoqué lors de la rencontre avec M. Tebboune, conclut le communiqué du ministère. Le conseil exécutif de l'UNESCO a rendu hommage à Abdellatif Rahal, représentant de l'Algérie au conseil, décédé le 29 décembre dernier, le qualifiant d'homme de conviction qui croyait dans les idéaux de l'organisation. Lors de l'ouverture de la 196e session du conseil exécutif de l'UNESCO, le délégué permanent de l'Égypte, président du conseil, a rappelé que l'organisation onusienne a bénéficié de son expérience à plusieurs occasions en sa qualité d'ambassadeur, délégué permanent auprès de l'UNESCO et représentant de l'Algérie au conseil exécutif. Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, qui revient juste d'une visite officielle en Algérie, a exprimé au nom de tout le secrétariat ses profondes condoléances à l'Algérie, relevant que le défunt a consacré sa carrière et sa vie au rayonnement de l'Algérie sur la scène mondiale. Elle a souligné qu'il était une source d'inspiration pour tous ses collègues du conseil exécutif. Ses qualités ont servi son attachement profond au multilatéralisme, au service de la dignité des peuples et des relations entre États fondées sur le respect mutuel et le partage, a-t-elle ajouté. Pour sa part, l'ambassadeur Ammar Benjama, délégué permanent de l'Algérie auprès de l'UNESCO, a remercié le conseil pour l'hommage rendu à Feu Abdellatif Rahal, rappelant qu'il fut un compagnon de la première heure. Il a ajouté qu'au conseil exécutif, il partageait avec humilité ses analyses, ses doutes et surtout ses convictions avec une sincérité qui lui ont valu le respect de tous et l'amitié des plus proches. À la demande du président du conseil, 1 minute de silence a été observée à la mémoire du défunt, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Comme nous l'avons signalé dans les titres de ce journal, 6 personnes ont été tuées dans l'attaque mardi du ministère de l'Éducation à Mogadiscio par les insurgés terroristes Chebab qui ont fait exploser une voiture piégée contre le bâtiment avant d'y lancer un commando armé. Une voiture chargée d'explosifs a enfoncé le portail et une fusillade a suivi à l'intérieur du ministère. Les Chebab ont revendiqué l'attaque avant même qu'elle soit terminée. 6 personnes ont été tuées, il s'agit pour la plupart de civils, mais le ministère est sécurisé et les forces gouvernementales en ont repris totalement le contrôle. Selon les Chebab, des hommes armés ont également pénétré à l'intérieur du ministère du pétrole, dont le bâtiment est voisin, ce qui n'a pas été confirmé dans l'immédiat. On ignorait dans un premier temps si les assaillants ont été tués dans la reprise du contrôle du complexe. Les Chebab, qui multiplient les attaques à Mogadiscio, ont repris mardi leur tactique de l'attentat à la voiture piégée pour forcer l'accès des bâtiments fortifiés, tandis que des hommes armés s'engouffrent ensuite dans la brèche. Au Yémen, la situation devient intenable. Les organisations humanitaires ont appelé les protagonistes à réduire au maximum la souffrance des civils dans l'opération menée par l'Arabie Saoudite contre les rebelles chiites, tandis que l'ONU prévoit des sanctions. Depuis le 26 mars, les morts se comptent par centaines et les blessés par milliers. Et les organisations humanitaires éprouvent les plus grandes difficultés à faire parvenir des secours aux civils.
Interrogé sur les appels de l'ONU en faveur d'une pause humanitaire, le porte-parole saoudien de la coalition, le général de la brigade Ahmed Assiri, a déclaré qu'il fallait poser la question à ceux qui tuent des citoyens yéménites. Aden a vécu ses heures les plus violentes depuis le début le 26 mars de la campagne aérienne de la coalition arabe. Outre les victimes des frappes, au moins 30 personnes sont mortes dans la nuit de dimanche à lundi dans les combats entre Houthis et partisans du président Abderrabbo Mansour Hadi. Les combats touchent de nombreuses régions. Au nord d'Aden, à Daleh, 43 personnes sont mortes depuis dimanche. Des combattants de tribus locales sunnites ont pris possession mardi de l'unique terminal pétrolier du pays, situé à Belaf, dont toutes les opérations ont été suspendues. Dans le sud, 16 rebelles chiites ont été tués dans un attentat à la moto piégée et une embuscade tendue par des combattants favorables au président dans la province de l'Hadj. Après 19 jours de combat, la population d'Aden commence à manquer de tout. En premier lieu de nourriture, et de nombreuses familles ont choisi l'exil. La population d'Aden manque de tout et vit dans la peur. La crise est identique à Sanaa, la capitale yéménite, aux mains des rebelles. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées et des milliers d'étrangers ont été évacués du pays. Pas moins de 16 000 personnes sont dans l'incapacité de quitter le Yémen. Dans ce contexte, Médecins sans frontières connaît des difficultés pour accéder aux habitants et Human Rights Watch a imploré la coalition arabe de prendre les mesures nécessaires pour réduire au maximum la souffrance des civils. Aux Nations Unies, le Conseil de sécurité doit voter mardi sur un projet de résolution qui frappe de sanctions le chef des miliciens Houthis et le fils de l'ex-président yéménite, Ali Abdullah Saleh. Il imposerait aussi aux Houthis et à leurs alliés un embargo sur les armes et les sommes de cesser les hostilités et d'abandonner le pouvoir immédiatement et sans condition. Le projet de résolution a été présenté par la Jordanie et des pays arabes du Golfe. Mais il pourrait susciter un veto de la Russie qui entretient des relations amicales avec l'Iran, lui-même favorable aux rebelles chiites Houthis. Concernant la crise irakienne, le président Barack Obama reçoit mardi à la Maison-Blanche le premier ministre irakien Haïdar al-Abadi, qui a réclamé lundi plus d'aide de Washington pour leur long combat contre Daesh. Les Irakiens demandent à Washington une augmentation significative des raids aériens et des livraisons d'armes. L'attaque menée samedi par des terroristes contre la raffinerie de Baïdji est venue rappeler l'ampleur de la tâche face à Daesh. La reconquête de la ville stratégique de Tikrit a certes été une étape importante, mais cette bataille a été très difficile et a connu des hauts et des bas, selon un haut responsable américain. Pour Obama, l'enjeu est de taille, à moins de 2 ans de son départ de la Maison-Blanche. Ses détracteurs affirment que le retrait des troupes américaines était une erreur stratégique ayant permis à Daesh de se développer à une vitesse fulgurante. Depuis l'arrivée au pouvoir de Haïdar al-Abadi, la Maison-Blanche souligne inlassablement à quel point la donne est en train de changer dans le pays, minée par les tensions religieuses. Les dirigeants irakiens n'entendent en rien être des marionnettes de l'Iran voisin, a assuré il y a quelques jours Joe Biden. Et avec la venue à Washington du Premier ministre irakien, M. Biden a insisté sur la détermination de ce dernier à ne pas se laisser impressionner par son puissant voisin iranien. Il a courageusement pris l'initiative et expliqué que c'était lui, en tant que commandant en chef, qui dirigeait l'opération, a-t-il souligné. Quelle que soit la stratégie retenue, la stabilité du pays est encore un projet lointain. Après 1800 frappes aériennes de la coalition internationale menée par les États-Unis depuis début août dernier, à peine un quart des territoires conquis par Daesh en 2014 a été repris. Lundi, M. al-Abadi a indiqué que, outre des armes et des frappes, le gouvernement irakien réclamait aussi des mesures strictes pour arrêter le flux des combattants étrangers en Irak et des efforts de la communauté internationale de verrouiller le trafic de pétrole et d'antiquités, source de revenus pour Daesh. Toujours sur le conflit irakien, d'anciens mercenaires de la société de sécurité privée américaine Blackwater ont été condamnés lundi à Washington à de lourdes peines de prison, dont l'une à vie, pour avoir tué au moins 14 civils irakiens à Bagdad en 2007. Ces 4 anciens employés de Blackwater étaient chargés de la sécurité d'un envoi diplomatique américain le 16 septembre 2007 sur la place Nissour quand ils ont ouvert le feu sur des automobilistes et des passants qui se trouvaient là, utilisant des lance-grenades, des mitrailleuses et des fusils automatiques. Selon les enquêteurs américains, 14 civils irakiens avaient été tués, 17 selon les enquêteurs irakiens. Le bilan de la fusillade fait état de 18 autres Irakiens blessés. Ils avaient été reconnus coupables, en octobre, de plusieurs chefs d'inculpation, allant de l'assassinat jusqu'à l'homicide volontaire. Les jurés avaient jugé à l'unanimité l'un des inculpés coupable d'avoir assassiné un civil irakien avec préméditation et ses 3 collègues
coupable de meurtre de 13 Irakiens. Nicholas Slaton a été condamné à la prison à vie, tandis que Paul Slew, Evan Liberty et Dustin Hard ont écopé d'une peine de 30 ans de prison. Les procureurs avaient eux réclamé entre 47 et 57 ans de prison. Il s'agit d'un crime grave, a justifié le juge Royce Lambert, et a soutenu pleinement la décision du jury, alors que les 4 accusés continuaient de clamer leur innocence et de demander la clémence. Ce bain de sang avait exacerbé le ressentiment contre les Américains en Irak et souligné l'impunité dont ont bénéficié les compagnies de sécurité privées dans le pays. Après la tuerie, Blackwater avait été obligé d'arrêter ses activités en Irak, mais selon des câbles diplomatiques américains publiés par Wikileaks, des centaines d'anciens employés de la compagnie ont continué à travailler dans le pays pour d'autres entreprises. En Ukraine, les chefs de la diplomatie allemands, français, russes et ukrainiens ont exprimé lundi soir leur vive inquiétude sur les violations du cessez-le-feu en Ukraine, appelant à la fin des combats et au dialogue politique dans un communiqué commun. Les 4 ministres des Affaires étrangères ont exprimé leur vive inquiétude au sujet des combats survenus ce week-end, notamment avec l'engagement d'armes lourdes près de Chirokine et de l'aéroport de Donetsk. Ils appellent également toutes les parties à cesser les combats, ont déclaré les 4 ministres du format dit Normandie dans un texte diffusé à l'issue d'une longue réunion à Berlin. Cet appel va au-delà de l'accord de Minsk signé en février, a affirmé le chef de la diplomatie allemande Frank-Walter Steinmeier en commentant le résultat de la réunion. Les 4 ministres ont annoncé leur volonté de mettre en place 4 groupes de travail aussi vite que possible au sein du groupe de contact trilatéral qui regroupe l'Ukraine, la Russie et l'OSCE. Ils devront plancher sur la sécurité, le processus politique, les questions humanitaires et les affaires économiques dans la zone de conflit. Steinmeier a souligné que la discussion de lundi soir avait été très longue, très intense et en partie très conflictuelle. Les 4 ministres appellent à rendre ce retrait effectif et ils l'élargissent aux armes d'un calibre inférieur à 100 mm, qui n'étaient pas concernées par l'accord précédent. Ils plaident aussi pour la constitution rapide des groupes de travail censés lancer le processus de discussion politique. Or, selon les accords de Minsk II, signés le 12 février et prévoyant une nouvelle trêve, un retrait de ce type d'armes aurait dû être effectué le long de la ligne de front pour créer une zone tampon de 50 à 140 km. L'Iran et les grandes puissances du groupe 5+1 vont reprendre le 21 avril les discussions pour la rédaction du texte de l'accord final sur le nucléaire. Téhéran est disposé à faire des pas irréversibles pour résoudre le dossier du nucléaire si en parallèle ses partenaires prennent des mesures du même niveau, a déclaré mardi à Madrid le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Jawad Zarif. L'adjoint de la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini et les autres représentants du 5+1 se réuniront mardi prochain pour commencer la rédaction du texte. Des pas irréversibles seront faits du côté iranien en échange de pas irréversibles de l'autre partie, a déclaré Mohammad Jawad Zarif depuis Madrid où il se trouve en visite officielle. Il demande de mettre fin aux sanctions imposées par les États-Unis, une obligation légale ainsi qu'une responsabilité de leurs actes, tandis qu'il considère les sanctions de l'Union européenne et des Nations unies comme annulées dès la première phase. L'épave du navire britannique City of Cairo, coulé par un sous-marin allemand en 1942 dans l'Atlantique Sud, a été repérée à plus de 5150 mètres sous les mers par des chercheurs français œuvrant pour Deep Ocean Search, un groupe spécialisé dans la recherche sous-marine en eau profonde. Ce navire transportait 2182 coffres remplis de pièces d'argent, soit au total 100 tonnes d'argent. À 16,55 $ l'once, le montant de ce trésor s'élève à près de 50 millions de dollars. Cette cagnotte qui appartenait à l'administration du Trésor britannique et que l'on croyait disparue à jamais, vient d'être récupérée à l'ouest de la Namibie. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur Numidia News.